Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Acteur Public TV. Émission aujourd'hui consacrée à un enjeu devenu crucial pour le système de santé, la santé mentale des soignants. Les chiffres sont inquiétants, anxiété, épuisement professionnel, dépression. Les hospitaliers, vous le savez, sont en première ligne. Nous allons le voir en détail dans un instant avec les résultats d'une enquête MNH Odoxa sur la santé des hospitaliers. On va aussi se demander comment mieux prendre en compte les problèmes de santé mentale, comment les transformer en levier de fidélisation du personnel soignant. Vous le savez, en 2025, la santé mentale a été désignée grande cause nationale. Je vous propose de nous intéresser à ceux qui prennent soin de nous et qui parfois oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Dans un instant, on va débattre avec des experts, des professionnels qui vont partager leurs visions, leurs initiatives et leurs solutions concrètes aussi. Et pour lancer cette matinée, pour poser les grands enjeux, 3 personnes avec moi en plateau. D'abord Gaël Slimane, bonjour. Merci d'être avec nous. On va vous entendre dans un instant. Vous êtes le président de l'Institut Odoxa. Daniel Benamouzig, bonjour. Vous êtes sociologue titulaire de la chaire santé de Sciences Po et vous avez précisément été partenaire de cette enquête. Et puis Jean-Bernard Castet, vous êtes directeur général adjoint Affaires publiques santé de la MNH. Et je vous propose, pour commencer, de prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir sur Acteur Public pour la 3e fois. Donc, nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires. Vous l'avez rappelé, Gaël Slimane, donc président de l'Institut de santé Odoxa, et puis Daniel Benamouzig, titulaire de la chaire santé de Sciences Po. Je souhaite aussi remercier les personnes qui vont être amenées à réagir tout à l'heure sur la table ronde et qui ont participé donc à l'élaboration de cette émission. Prendre soin des soignants, c'est notre raison d'être à la MNH. C'est pour ça que nous avons à cœur chaque année depuis 10 ans de consulter l'état de santé des professionnels de santé. Prendre soin d'eux, c'est tout d'abord connaître leur état de santé à la fois physique et psychique, bien sûr, et l'Observatoire participe à cette ambition. C'est assez paradoxal, alors même qu'ils sont des acteurs incontournables de notre système de santé, les professionnels de santé sont plutôt en moins bonne santé que la population générale. Cette réalité, nous sommes plusieurs à la constater sur le terrain. Les soignants font face chaque jour en première ligne à des conditions de travail spécifiques, à des horaires atypiques, et psychologiquement, ils sont exposés à des tensions, à de la violence, ils côtoient la mort parfois et la souffrance souvent. Lorsqu'on observe de données de santé, celles de nos adhérents, on s'aperçoit que bien sûr les soignants sont victimes de troubles musculo-squelettiques, il y a une surprévalence des cancers, notamment féminins chez la population soignante, des risques d'addiction supérieurs à la moyenne et aussi une consommation de soins psychologiques importante. Prendre soin d'eux, c'est agir pour améliorer leur état de santé, puisque la conséquence d'une mauvaise santé mentale, elle est importante sur l'hôpital en général, et elle est aussi importante sur le système de santé, puisqu'elle produit de l'absentéisme, des difficultés d'attractivité, de fidélisation, et tous ces éléments y concourent à rendre difficile l'accès aux soins pour les Français, et c'est une préoccupation importante. Donc prendre soin des soignants, c'est aussi prendre soin de notre système de santé. C'est pour cette raison que la MNH, qui a été créée par des hospitaliers pour des hospitaliers il y a plus de 65 ans, cherche à voir comment elle peut soutenir ces hospitaliers et la fonction publique hospitalière aux côtés des décideurs pour justement, à travers de programmes spécifiques, mieux prendre soin des professionnels de santé, à la fois sur un plan psychique et puis sur un plan physique, bien évidemment. Alors, vous l'avez rappelé, en cette année grande cause nationale pour la santé mentale, c'est important pour nous de rappeler l'urgence d'agir pour la santé des professionnels de santé, une santé effectivement physique et puis une santé mentale. Et ce qu'on espère, c'est que ce webinaire nous permettra d'identifier ensemble des solutions concrètes pour améliorer donc la santé des professionnels de santé. Et je laisse la parole à Daniel Benamouzig pour prolonger cette introduction. Oui, merci beaucoup peut-être pour dire quelques mots effectivement d'introduction. Vous l'avez dit, on est dans un contexte de dégradation de cette question de la santé mentale, dans un contexte où ce problème est identifié comme grande cause nationale et se pose la question, c'est tout l'objet de l'étude, de savoir dans quelle mesure on a une spécificité dans le monde hospitalier et on va pouvoir le voir à travers les résultats, une spécificité peut-être par rapport à d'autres pans de notre système de santé qui est également concerné par ces enjeux-là, par rapport à la population générale aussi, on va le voir, c'est un des apports importants de cette enquête, qui pose ensuite des questions au-delà du diagnostic, des questions sur les dynamiques du système de santé, de son attractivité, de sa soutenabilité aussi, et qui pose enfin peut-être des questions et des enjeux, on y reviendra plutôt dans la table ronde tout à l'heure, sur les types de leviers qui sont accessibles. Il y en a certains qui sont des leviers liés probablement à l'organisation du travail dans le monde hospitalier, qui est une organisation
à la fois particulièrement complexes, difficiles parfois à faire évoluer, et puis des leviers qui sont plus accessibles d'une certaine manière, qui sont à l'échelle des personnes, des individus, des types de compétences qu'ils sont susceptibles de développer pour faire face à ces enjeux-là. Merci Daniel Benamouzig. Avant de se demander donc comment effectivement la santé mentale peut devenir un levier de fidélisation du personnel soignant, je propose de dresser l'état des lieux, de voir les détails de l'enquête Odoxa MNH que vous avez réalisée, Gaël Slimane. Est-ce que vous pouvez nous rentrer dans le détail et nous présenter donc, les résultats de cette enquête ? Oui, alors merci à l'un et l'autre. Effectivement, nous sommes partenaires depuis 10 ans maintenant, donc on engrange un certain nombre de données. L'étude, Daniel l'a rappelé, elle a un intérêt majeur parce qu'elle porte sur un échantillon en miroir de professionnels de santé très largement à l'hôpital et de Français. On les a interrogés, c'est tout frais, au mois de mars dernier. Un échantillon représentatif de 1000 Français, un échantillon représentatif de près de 1200 professionnels de santé. Et le premier enseignement, il renvoie à la satisfaction au travail, qui est un indicateur clé en matière de ressources humaines. Et on voit que la satisfaction des professionnels de santé au travail, alors elle est majoritairement positive, Dieu merci, 64% d'entre eux se disent satisfaits de leur travail, mais on a quand même 35% d'insatisfaction. Vous avez le comparatif avec la population générale, avec les salariés au travail. Vous savez que les Français sont des râleurs. À longueur d'enquête de climat social, on voit qu'ils sont plus critiques que leurs collègues européens, leurs concitoyens, enfin les autres Européens. Là, on est à 18% seulement d'insatisfaction contre 35% auprès des professionnels de santé. Donc il y a un vrai sujet de la satisfaction au travail des professionnels de santé, alors même que nos précédents baromètres montrent que l'engagement des professionnels de santé, leur sens de la vocation dans le travail est infiniment supérieur à celui des autres actifs. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les professionnels de santé sont-ils si nombreux à se déclarer insatisfaits au travail, alors même qu'ils ont un engagement et une vocation beaucoup plus forts que les autres ? Eh bien tout simplement parce qu'ils rencontrent au travail, ça a été dit par Jean-Bernard et rappelé aussi par Daniel, ils rencontrent au travail des situations de stress professionnel. On le voit ici sur quelques-uns des résultats, parce qu'on a balayé toute une demi-douzaine de dimensions de stress au travail et de risques psychosociaux. Et on se rend compte que nos professionnels de santé, les 3/4 d'entre eux, nous disent qu'ils ont au travail un volume de travail trop important, très souvent, voire systématiquement. On n'est qu'à 38% en population générale. Encore une fois, c'est 2 fois plus. Et puis, il y a une dimension qui est clé, qui explique cette insatisfaction au travail plus forte que chez les autres actifs, c'est la violence. Sur le seul item, on en a testé plusieurs, des éléments sur la violence au travail. Sur le seul item de l'agressivité, on est là aussi sur des niveaux bien supérieurs à ceux de la population générale. Et quand on regarde au global le niveau de violence rencontrée, que ce soit de l'agressivité physique, des agressions verbales, des incivilités, par les professionnels de santé, on est à 54% qui rencontrent ça au travail, contre 34% chez les salariés. Donc c'est évidemment nettement supérieur. Et ça, eh bien, bien sûr, ça a des conséquences. Ça a des conséquences d'abord sur leur santé physique. Leur santé est moins bonne. Je crois que c'est Daniel qui le rappelait tout à l'heure, ce qui est un paradoxe quand même. Leur santé, elle est structurellement moins bonne, à longueur d'enquête on le mesure, que chez l'ensemble de la population générale. On a 45% des professionnels de santé qui, au cours des derniers mois, ont été affectés par un problème de santé. On est à seulement 23% dans la population générale. C'est donc 2 fois plus. Et évidemment, là, on est sur la santé physique. On a des vrais sujets et on va l'aborder. Jean-Bernard vous donnera des résultats plus détaillés à ce sujet et puis ce sera l'objet des tables rondes. On a des problèmes de santé mentale qui se posent avec beaucoup plus d'acuité. Et quand on voit les résultats en termes de santé psychologique, eh ben, c'est catastrophique. On a 35% des professionnels de santé qui estiment que leur santé psychologique est mauvaise. C'est 2,5 fois plus que la population générale, puisqu'on n'est qu'à 14%, ce qui est déjà énorme et ce qui en fait légitimement la grande cause nationale de cette année. Sachez que chez les professionnels de santé, ça se pose de manière encore plus nette. Et ça, Jean-Bernard va vous le présenter dans un instant. Gaël Slimane, merci beaucoup. Une réaction d'abord, Monsieur Benamouzig. Oui, peut-être pour souligner effectivement, Gaël l'a bien dit, qu'on a globalement un tableau qui est dégradé pour l'ensemble de la population et avec une spécificité pour les populations soignantes, ce qui du coup engage à réfléchir sur les
causes de cette spécificité ou sur les motifs de ces spécificités. On peut en identifier quelques-uns, les questionner, et l'enquête apporte un certain nombre de réponses de ce point de vue-là. Quelle est la part du Covid dans cette affaire-là, qui a contribué très fortement à dégrader la santé des soignants à un moment, qui remonte aujourd'hui? Donc c'est pas uniquement de ce côté-là qu'on peut expliquer. On l'a fait peut-être dans des versions précédentes de l'enquête. Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière aux questions de santé mentale depuis le Covid? On sait que c'est des questions qui sont plus facilement discutées, qui sont plus facilement mises en évidence. On pourrait imaginer que du coup les soignants répondent aussi plus facilement sur un état de santé dégradé qu'aujourd'hui que c'était le cas hier. C'est sans doute vrai dans une certaine mesure, mais quand on compare au reste de la population qui est engagée dans le même type d'effet, l'écart reste majeur. Il y a, Jean-Bernard le disait tout à l'heure, il y a des spécificités qui sont connues, qui sont bien antérieures au Covid, qui sont liées au type même d'activité, de relations avec des personnes souffrantes, avec des personnes qui sont confrontées à la mort, avec des familles qui sont confrontées au décès d'un proche. Évidemment, tout ça peut affecter la santé psychique des soignants. Ça a toujours été le cas. Ça l'est peut-être encore plus aujourd'hui dans une situation où l'organisation du travail est aussi dégradée, où on l'a dit, où la quantité de travail à fournir est également très importante et traduit une forme d'insatisfaction, voire de frustration par rapport à ce sens de l'engagement qui est par ailleurs très fort et qui est en tout cas supérieur à celui d'autres professions. Donc on a tout un faisceau d'éléments qui contribueraient ou qui pourraient contribuer à expliquer cette situation délicate, mais en même temps qui ne sont pas complètement satisfaisant pour l'expliquer complètement, on le voit, ce qui du coup amène à s'interroger sur des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail elle-même, des facteurs aussi qui sont liés probablement au type de relation avec la population, avec les patients eux-mêmes. C'est ce que traduit d'une certaine manière le rapport à la violence, aux incivilités, et je crois qu'on a là des leviers qui sont importants aussi pour comprendre cette spécificité. Alors on va regarder plus précisément les résultats qui concernent la santé mentale des soignants et des personnels hospitaliers avec vous, Jean-Bernard Castet. Oui, donc effectivement, vous l'avez rappelé tous les deux, hein, le sujet est inquiétant. La santé mentale des professionnels de santé, et quand on la compare à la population générale, est relativement préoccupante en tout cas. Quand on les interroge, c'est près de 56% des soignants qui déclarent avoir ressenti de l'anxiété, du stress, une charge mentale excessive ou des préoccupations liées au travail au cours des 6 derniers mois. C'est 34 points d'écart par rapport aux actifs, hein, donc c'est massif. Alors, dans la notion de charge mentale, on avait aussi fait un précédent baromètre autour de la parentalité des soignants. On voyait qu'il y avait aussi ce sujet-là qui émergeait. 80% des soignants sont des soignantes. Donc voilà, il y a plein de sujets qui viennent impacter leur santé mentale au travail et puis aussi à la maison. C'est important de souligner, quand on regarde par catégorie professionnelle, 58%, c'est 58% chez les infirmiers, 47% chez les aides-soignants et 39% chez les médecins qui partagent ce même ressenti. Un point également majeur dans l'étude, c'est la catégorie des étudiants. Quand on regarde les chiffres, 42% des soignants de moins de 35 ans estiment qu'ils ont eu un problème de santé mentale pendant leurs études. Voilà. C'est 32% des professionnels de santé plus âgés. Donc on voit bien qu'il y a un sujet spécifique autour des étudiants. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. L'autre point important, c'est que cette mauvaise santé mentale, elle a aussi un impact sur les conditions de travail. 39% des professionnels de santé déclarent avoir déjà eu un arrêt de travail pour motif psychologique. Alors, violence au travail, épuisement professionnel, problème de sommeil, stress, pression. Gaël l'a rappelé tout à l'heure. C'est 11 points de plus que la population générale. 84% des professionnels de santé pensent que leur travail a un impact sur leur bien-être psychologique et 40% estiment que cet impact est élevé. C'est pratiquement 3 fois plus que la population générale active. Donc voilà, on voit bien qu'il y a à la fois des sujets professionnels et personnels, mais une surprévalence des sujets professionnels qui viennent impacter la question de la santé mentale. Alors, à la MNH, on a identifié ce point. C'est un point de discussion majeur avec les DRH, les directeurs des soins que nous voyons au quotidien. Ça impacte aussi la question de l'absentéisme. Daniel le rappelait, il y a un sujet important autour de l'organisation du système de santé aujourd'hui et de la réfaction de la ressource humaine en santé. Donc voilà, des jours d'absentéisme, ça a un vrai impact. À presque 20 jours en moyenne d'absentéisme pour les agents hospitaliers de plus de 50 ans, c'est 11 jours dans la fonction publique d'État. Donc on voit bien qu'il y a un sujet spécifique concernant les hospitaliers à traiter et qui impacte aussi les décideurs, les DRH, les directeurs des soins.
Vous l'avez dit, Gaël, 75% des soignants déclarent avoir un volume de travail trop important. C'est 37 points de plus que les autres salariés. Donc, et parmi ceux-là, il y a un certain nombre d'entre eux qui estiment ne pas faire convenablement leur travail aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est un point de préoccupation. La satisfaction au travail, on en a parlé tout à l'heure, mais d'avoir le temps de bien prendre en charge des patients, le temps d'avoir le temps de faire des transmissions, le temps de pouvoir faire son travail convenablement. Là encore, on a un point important sur lequel il faut certainement travailler. Et puis enfin, 86% des professionnels de santé déclarent que leur santé mentale a une importance forte dans la bonne conduite de leur mission au quotidien. Donc là encore, on voit bien que finalement, s'occuper de la santé des soignants, c'est aussi s'occuper in fine de nos patients qui sont pris en charge dans nos établissements. Et que donc, voilà, c'est un sujet sur lequel on doit tous se mobiliser. Merci. Une réaction également, Monsieur Benamouzi. Oui, volontiers. Peut-être pour souligner, moi, c'est quelque chose qui me frappe presque, j'ai envie de dire, par des formations professionnelles en tant que sociologue. On parle de santé mentale, on parle d'état psychique, de psychologie, des dimensions qu'on a tendance, plus ou moins implicitement, à rapporter à l'individu. On se voit bien à quel point toutes ces dimensions sont aussi beaucoup plus collectives, sont beaucoup plus liées à des contextes de travail, à des contextes organisés. Cette dimension collective de la santé mentale, elle apparaît à différentes échelles. Elle apparaît en réalité à l'échelle de l'ensemble du système de santé, pas uniquement de l'hôpital, mais l'hôpital est évidemment, et on l'a dit, en première ligne dans ces dimensions-là. À une échelle, en quelque sorte, on dit parfois plus méso, de moyenne portée, en quelque sorte, à l'échelle des services eux-mêmes, des services hospitaliers, de leur organisation, du temps de travail, des horaires, des gardes, de l'activité à fournir. On voit bien qu'on a là toute une série de variables qui sont plutôt collectives, qui sont le boulot aussi, d'une certaine manière, à la fois des chefs de service, des directions, des établissements, des DRH en particulier. Mais évidemment, on n'est pas uniquement dans le collectif. On est dans cette interface, finalement, entre l'individuel et le collectif. Et c'est à cette échelle-là que doivent, me semble-t-il, être appréhendés les problèmes. Et c'est pas nouveau, d'une certaine manière, pour les professionnels de santé. Leur organisation professionnelle, d'une certaine manière, les aide à accompagner ces pratiques individuelles dans des cadres plus partagés, plus collectifs. L'idée même d'une mutuelle, d'une certaine manière, dans sa vocation historique, c'est aussi d'intervenir à ce niveau-là, d'impliquer les individus dans des démarches qui sont mutualisées, qui sont d'une certaine manière partagées avec des pairs. Et donc, du coup, se pose la question des leviers qui sont possibles à cette échelle-là. La MNH s'engage sur les aspects qui sont liés à l'acquisition de compétences, qui ne sont pas que des compétences individuelles, qui sont aussi des compétences à resituer dans ces environnements professionnels. Donc voilà, comment aborder cette question-là, à la fois d'un point de vue collectif et en équipant, j'allais dire, les individus dans ces espaces de travail et dans ces espaces d'intervention un petit peu plus larges. Daniel Benamouzi, merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau pour introduire cette discussion aujourd'hui. Daniel Benamouzi, je rappelle, vous êtes sociologue titulaire de la chaire santé de Sciences Po, Gaël Slimane, président d'Odoxa, et Jean-Bernard Castel, directeur général adjoint à Affaires publiques santé de la MNH. On se retrouve tout de suite pour justement rentrer dans le vif du sujet, se demander comment la santé mentale peut devenir un levier de fidélisation des soignants. À tout de suite. Et pour poursuivre cette discussion, 4 nouveaux intervenants m'ont rejoint sur ce plateau, à commencer par Ilona Denis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en sciences infirmières. Raphaël Andréotti, juste à côté de vous, directeur de la prévention à la MNH. Bonjour et merci. Anne Kless, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'Institut IFSI Avicenne-Jean Verdier et directrice des soins également. Et puis Mathieu Girier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle Performance RH de l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, également président de l'ADRES, l'association des acteurs RH du secteur de la santé. Merci à tous les 4. Alors avant de rentrer dans le détail, je voudrais vos réactions à ce que vous venez d'entendre juste avant, c'est-à-dire les résultats de cette enquête MNH Odoxa. Comment vous réagissez, Ilona Denis ? Alors c'est vrai que nous, de notre côté, à la FNESI, on réalise également des enquêtes sur le bien-être des étudiants infirmiers en l'occurrence. Et c'est vrai que ces chiffres, aussi effarants qu'ils soient, sont le reflet de ce que nous, on observe auprès des étudiants. On les a en plus régulièrement au téléphone. On a une ligne téléphonique où les étudiants nous sollicitent, environ 10 étudiants par jour, des étudiants infirmiers. Donc on a vraiment cette situation de mal-être pour les étudiants qui sont les futurs professionnels de santé. Donc finalement, la situation des professionnels de santé n'est que la suite logique de ce que vivent les étudiants. Et donc c'est un constat que l'on mène également et que l'on a également repéré.
Anne-Claire, en un mot également, réaction à ces résultats que vous venez d'entendre? Les résultats sont tout à fait édifiants, mais pour autant, c'est exactement ce qu'on constate dans les instituts de formation. Mathieu Girier également, en un mot? Je rejoins mes camarades, quelque chose qu'on voit sur le terrain, auquel on est habitué quand on traîne ses guêtres dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux, et quelque chose qu'il faut absolument qu'on combatte tous les jours par nos actions. Et puis également, Raphaël Andréotti, vous travaillez la prévention à la MNH. Oui, peut-être dire que ces résultats sont cohérents avec 10 ans de baromètre d'Oxa où les tendances de santé mentale restent les mêmes malheureusement depuis 10 ans. Ilona Denis, donc vous êtes, on l'a dit, hein, vous dirigez la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en sciences infirmières. Donc effectivement, la santé mentale, c'est un sujet qui est pris en compte dès le départ par les étudiantes et étudiants. Oui, effectivement, il y a une situation que l'on observe pour les étudiants. Donc, comme je l'évoquais, on a réalisé une enquête qui s'est déroulée du 20 novembre 2024 jusqu'au 14 février 2025. Donc, c'est très récent. C'est tout à fait, ce sont les derniers chiffres que l'on a. On a eu plus de 16 000 réponses à cette enquête-là. Et effectivement, on a essayé de questionner, nous, les étudiants, sur l'évolution de leur santé mentale depuis leur entrée en formation. Nos questions étaient souvent tournées comme ça. Et on va dire que le chiffre qui nous a le plus marqué, 93% ont déclaré se sentir épuisés mentalement depuis leur entrée en formation. Donc c'est une situation qui est très difficile pour les étudiants, d'autant qu'en plus, nous, notre formation est particulièrement marquée par des arrêts de formation. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Oui, les étudiants infirmiers ils sont nombreux à arrêter la formation. Et donc, parmi ces étudiants-là, une grande majorité arrête à cause des conditions de stage qui ne sont que le reflet du système de santé actuellement et de la souffrance des professionnels de santé actuellement. Et en fait, c'est un engrenage qui s'auto-alimente, puisque dans notre formation, on est très vite confronté à la réalité du terrain. Au bout d'environ 1 mois, on peut se retrouver en stage, on peut se retrouver confronté à la mort, confronté à des corps. Et c'est des choses qui peuvent énormément marquer les étudiants. Et d'autant que si on se retrouve dans un système qui est en souffrance, dans une équipe qui est en souffrance, eh bien ça décourage les étudiants, ça les décourage sur leur volonté initiale, leur engagement initial à se donner pour cette profession. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui commence dès le début de la formation. Ça veut dire que ces stages, ces premières expériences, c'est des moments critiques pour quand on parle de santé mentale des étudiantes et des étudiants? Oui, tout à fait. C'est le premier élément qui ressort, nous, de nos enquêtes en général. Ce sont les stages. La première chose dont les étudiants nous parlent au téléphone, la majorité des situations, c'est des situations en stage. Et souvent, quand on décrypte, quand on analyse, c'est vraiment des situations où les équipes sont en souffrance. Des équipes où il y a des dysfonctionnements parce que le système de santé tel qu'il est met une pression sur l'équipe qui la retranscrit sur l'étudiant. L'étudiant est la personne de passage en fait, dans le service. Et donc souvent, il y a énormément de choses qui se retombent sur l'étudiant à ce moment-là. Anne-Claire, donc vous travaillez vous aussi évidemment au quotidien avec des étudiants en tant que coordinatrice d'un institut paramédical. Comment vous percevez l'évolution de la santé mentale des étudiants et des jeunes professionnels ces dernières années? Alors ces dernières années, la santé mentale au sens large, pas que seulement des étudiants, en fait, elle se détériore et ça c'est vraiment au sens très large. Nos jeunes vont mal en France et nos jeunes étudiants en soins infirmiers vont aussi mal. Alors je vais plutôt être sur mon expérience d'institut de formation. On est dans une zone 93, département précaire, département pauvre, département où les problèmes sociaux, familiaux et psychos sont vraiment très importants chez nos étudiants. Et effectivement, quand ils arrivent en institut de formation en soins infirmiers, être confronté, alors nous c'est pas 1 mois, mais c'est au bout de 10 semaines, à aller sur un premier terrain de stage où en fait ils passent d'un statut lycéen à un statut professionnel. On peut essayer de faire beaucoup de choses pour les préparer à cette première confrontation, par les représentations, par les métiers, par les corps, par la simulation qu'on met en avant, parce que justement ne pas être la première fois sur un vrai patient mais sur un mannequin. Toutefois, ça n'enlève pas la première confrontation. Et effectivement, nos étudiants, le stage est un moment charnière et qui est révélateur du mal-être de l'étudiant. Et on en reçoit effectivement pas mal après ce premier stage. Quels sont les signaux d'alerte les plus fréquents que vous percevez chez les étudiantes et les étudiants? Alors, les étudiants qui ne vont pas bien, ils vont être absents, ils vont être en retard, ils vont être dans la fuite.
avec nous. Il y a différents signes qui vont être comme ça, des signaux d'alerte pour nous et sur lesquels on agit. Le référentiel a une chose de plutôt pas mal faite, c'est les 21 heures d'absence injustifiée. Et pour nous, ça, c'est un vrai levier parce qu'on le surveille. Au départ, les étudiants croient qu'on est en train de vraiment fliquer ce qu'ils font, mais en réalité, quand un étudiant n'est pas là au-delà des 21 heures d'absence sur une période de 3 mois, c'est énorme. Et donc, on les reçoit, je les reçois avec leur référent de suivi pédagogique, et là, on interroge. Et on interroge, alors c'est pas enquête de police, c'est comment vous allez, mais comment vous allez réellement. Pas pour savoir si ils vont bien et ça va, on passe. Non, comment vous allez réellement, quelles sont vos difficultés, comment on peut vous aider. Et on travaille très en lien avec les structures qui sont attenantes à nous, donc soit l'université, soit le centre de formation pour ce qui me concerne. On a 2 interlocuteurs principaux et on va travailler sur la santé, avec la santé universitaire. On va adresser, on va les accompagner à aller vers, donc que ce soit le psychologue de l'université, l'assistant social, que ce soit le psychologue du centre de formation. Enfin, on essaye d'ouvrir toutes les possibilités parce que ils vont pas bien, il faut qu'on les accompagne. Raphaël Andréotti, vous intervenez au nom de la MNH. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le bilan que fait la MNH de cette problématique ? Alors oui, bien sûr. Nous avons l'impression que, comme je le disais tout à l'heure, la question donc, des mesures en matière de santé mentale sont successives. On voit cette dégradation croissante. On voit une difficulté de l'organisation à prendre en main en fait, ce sujet. Et dans cette situation, en fait, nous avons l'impression que finalement, la prise de conscience arrive sur la nécessité finalement d'objectiver cette réalité. Et elle arrive finalement par une dimension intergénérationnelle. Et on trouve cela assez intéressant, c'est-à-dire la possibilité de voir que les nouvelles générations, peut-être, elles se remettent en question sur la question du sens, finalement. Elles souhaitent avoir ce sens au travail. Et c'est là où nous commençons nous-mêmes aussi à avoir un rôle pour intervenir et pour proposer des solutions concrètes. Jean-Bernard le disait tout à l'heure, 10 points d'écart par rapport à la question de la souffrance au travail de la part des jeunes professionnels. Ça nous invite à agir et à proposer des solutions adaptées à cette situation. Anne-Claise, vous avez constaté une augmentation des abandons de formation ? On constate une augmentation et en même temps, quand ils ne vont pas bien, on leur conseille. On a la chance d'avoir une formation qui nous permet de revenir. Une interruption de formation, elle est valable pour 3 ans. Donc en réalité, quelquefois, quand ils vont vraiment pas bien, on les accompagne à choisir ce procédé-là de façon à régler les problématiques qu'ils ont au domicile, au travail ou ailleurs, et pouvoir revenir pour éviter un échec. Donc on est vraiment dans cette prise en compte-là, mais effectivement, les interruptions de formation, elles sont en augmentation sur le début d'année, là où l'année dernière, on avait eu une quinzaine d'interruptions de formation sur la première année. Cette année, on est déjà à 25. Je vous propose, maintenant que l'état des lieux est dressé et inquiétant, on va essayer de rentrer dans les stratégies de fidélisation des personnels hospitaliers. Raphaël Andréotti, quel intérêt il y a à développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales des soignants et des futurs soignants ? Je dirais un énorme intérêt, déjà parce que ça change d'un terme d'approche. Déjà, c'est plus une approche individuelle. On sort d'une approche curative pour justement penser la notion de la prévention, d'intervenir en amont, de pouvoir accompagner aussi de façon systémique et pas juste une situation ponctuelle. Certes, ce sont des programmes complexes à mettre en place, mais on voit l'effet positif justement en termes de changement de posture pour les étudiants pour faire face à cet environnement complexe qui est l'hôpital aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est complètement prometteur, d'autant plus qu'il y a aussi finalement de la recherche à l'international qui prouve que c'est une approche efficace en matière d'intervention. Anne-Claise, comment sont mises en place ces compétences psychosociales ? Alors, on a accepté de participer à l'expérimentation proposée par la MNH et donc on a fait le choix stratégique de proposer ça à nos étudiants qui sont en 2e année. Et pour le coup, on a proposé, voire imposé, la participation des étudiants en situation de redoublement, avec pour objectif, en réalité, qu'ils ne vivent pas le redoublement comme un échec, mais comme une réussite différée. Et ces étudiants n'avaient pas forcément mesuré la nécessité de travailler de manière continue, puisque c'est une formation qui est dense, qui demande beaucoup d'investissement.
Et aussi parce que certains, les stages, s'étaient pas forcément bien passés. Quand je dis c'était pas forcément bien passé, c'est 1, l'intégration à l'équipe. 2, le comportement. 3, la posture. Et donc, on a réuni les étudiants de redoublants et on leur a proposé cette participation aux ateliers qui étaient proposés par la MNH. Et les étudiants, au départ, n'ont pas trop bien accepté. Et finalement, ils en sont sortis grandis. Et on les a vus évoluer au fur et à mesure des ateliers. Parce qu'en fait, ces ateliers nécessitaient de parler de soi, de parler de situations rencontrées sur le terrain et de pouvoir, à travers des jeux de rôle, à travers des jeux avec du personnel formé, de pouvoir travailler justement ces compétences. Et effectivement, ils ont terminé les sessions, les 10 séances, en ayant une approche complètement différente et un regard sur ce qu'ils avaient vécu complètement différent. Alors l'expérimentation dont vous parlez, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est le dispositif Serum Psy, qui a été donc mis en place par la MNH, des ateliers interactifs autour donc, du développement des compétences psychosociales que vous avez testées donc, dans votre ICI. Est-ce que vous nous en direz un peu plus sur le dispositif ? Bien sûr, il s'agit d'un parcours donc, de 10 séances. Donc, je souligne aussi le fait que ce n'est pas donc, un programme finalement dispersé, mais plutôt un programme justement qui nécessite ces ateliers progressifs. Donc, ces 10 ateliers permettent aux étudiants donc, de travailler sur 3 grands domaines, donc les compétences sociales, émotionnelles et finalement cognitives. Et c'est grâce finalement à ces modules que les étudiants peuvent progresser, peuvent se confronter aux situations de réalité professionnelle, les retravailler dans des mises en situation et de façon participative. Parce que l'objectif n'est pas seulement d'apporter des contenus descendants, mais qu'ils puissent se mettre en situation, qu'ils puissent améliorer finalement le contexte de réponse à ces situations complexes de l'hôpital. Alors avant de continuer à rentrer dans le détail des initiatives qui sont prises en matière de santé mentale, Mathieu Girier, comment l'ANAP se saisit de cette problématique ? Alors l'ANAP, elle se saisit de cette problématique de différentes façons. Anne et Iliona l'ont dit, le travail de soignant, c'est un travail qui génère de la charge mentale parce qu'on se confronte à la mort, parce qu'on se confronte à des situations physiques, psychologiques, psychiatriques difficiles. Et donc, être soignant aujourd'hui, c'est déjà faire le choix d'un métier exigeant qui va générer de la charge mentale. Le travail qu'on va donc avoir à mener quand on est directeur des ressources humaines, directeur d'établissement, directeur des soins sur le terrain, c'est d'abord et avant tout de trouver les conditions qui vont permettre d'encadrer les problématiques liées à cette charge mentale spécifique, avec des réseaux d'écoute, avec un certain nombre d'outils méthodologiques qu'on va pouvoir mettre en place, qui vont accompagner les professionnels en prévention primaire, avant que la charge mentale ne devienne trop difficile, en prévention secondaire, quand on est dans une situation difficile, et en prévention tertiaire, pour éviter qu'une situation difficile ne se reproduise. Et puis, parce que les hospitaliers sont aussi des professionnels qui interviennent dans un environnement complexe, on va chercher, et c'est le travail spécifique qui est fait à l'Agence nationale d'appui à la performance, à apporter des outils qui permettent de simplifier le fonctionnement du travail, d'identifier et de réduire les irritants du quotidien, justement pour offrir des conditions de travail et de vie qui sont de meilleure qualité dans un environnement, on le sait, qui est complexe, dans une équation budgétaire et financière qui est complexe. Et c'est là, effectivement, où l'ANAP peut apporter quelques éléments. Un chiffre, un CHU a récemment fait une tentative de mesure des activités afférentes aux soins, c'est-à-dire de tout ce qui est confié aux soignants mais qui ne relève pas directement du soin. Et plus de 57% du temps des soignants est passé à faire autre chose qu'à soigner les gens dans cette étude. Et donc, l'ANAP est là aussi pour travailler sur ces 57%, voir ce que l'on peut automatiser, ce que l'on peut confier à l'intelligence artificielle, ce que l'on peut organiser de façon différente, voir finalement quels sont les outils d'aujourd'hui et de demain qui vont répondre aussi à ce challenge de la santé mentale des professionnels de santé. Tout ça serait un facteur d'attractivité et de fidélisation ? Là aussi, on a beaucoup parlé de la formation initiale, de l'accueil des étudiants en stage. Finalement, la meilleure vitrine du système de santé, de ces différents opérateurs, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, publics ou privés, c'est toujours les conditions dans lesquelles on va pouvoir proposer à des nouveaux professionnels d'être formés et d'être accompagnés. Et donc finalement, pour un nouveau professionnel qui fait le choix à 17, 18, 19 ans de s'engager dans la carrière
d'infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes ou toute autre formation qui sont délivrées dans ces cursus de santé, finalement, c'est aussi de montrer un hôpital qui est fluide ou une structure médico-sociale qui est fluide, qui est accueillante, pour laquelle on a des réponses à apporter aux difficultés. Et c'est à ça que l'ANAP s'attache, apporter des réponses dans un monde complexe à des sujets qui sont tout aussi complexes. Ilona Denis, sur ces facteurs dont on vient de parler, c'est évidemment des choses à prendre en compte dès les études pour attirer les étudiants, avant même le début d'études, mais pendant les études aussi. Oui, tout à fait. Nous, à la FNESI, on a un adage qu'on utilise souvent, c'est de dire un stage qui se passe bien, c'est un étudiant qui revient. Et aujourd'hui, ça se voit autant dans les services que dans le système de santé. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'un stage qui s'est mal passé a peu de chances de voir les personnes qu'il a accueillies en stage revenir dans ce service-là. Et en fait, on a un engrenage qui se crée comme ça, où plus l'étudiant se sent intégré à l'équipe. On l'évoquait, c'est essentiel. Aujourd'hui, les étudiants, parfois, on leur demande de manger en dehors des temps de l'équipe. Parfois, n'ont pas de vestiaire, pas de casier, pas d'endroit sécurisé pour ranger leurs affaires. C'est des choses qui jouent énormément. En plus, on est sur un public qui est quand même assez jeune. Il y a quand même cette difficulté à se dire que le problème n'est pas forcément de soi, mais peut-être du système dans lequel on entre. Et cet enjeu de fidéliser et d'attractivité autant de toutes les structures hospitalières, c'est vraiment cet accueil en stage, mais on peut aussi parler de l'accessibilité dans tout le territoire, de l'accès aux soins sur tout le territoire. Plus on accueille un étudiant, par exemple dans une zone en tension où il y a peu de professionnels de santé, mais si on lui demande de faire 1h30 de trajet tous les matins pour se rendre à ce stage, forcément que l'étudiant va avoir plus de difficultés à se sentir à sa place dans ce terrain-là. Alors que si on lui propose un logement, si on lui propose un accès à un professionnel de santé, par exemple la possibilité de contacter le service de santé étudiante, c'est vraiment tout un environnement qui doit se jouer autour de l'étudiant pour qu'une fois professionnel de santé, à la fin de ces 3 longues années d'études, on puisse se sentir prêt à entrer dans le système de santé avec les ressources dont on a besoin. Qu'est-ce que vous constatez une évolution dans les attentes des étudiants? Les étudiants, en termes de vie professionnelle, vie privée, par exemple. Les étudiants aujourd'hui savent très bien ce qu'ils veulent et ils ont besoin d'avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et ça, ils vous le disent d'emblée, que ce soit au sein de l'institut de formation ou en recrutement. Enfin, clairement, ça arrive des étudiants qui sortent du diplôme et qui, pour le recrutement, demandent un poste en réanimation sans week-end travaillé. Voilà. C'est à nous de nous organiser pour pouvoir proposer des schémas alternatifs. Ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qui est des 5 dernières années. Voilà, ce qui n'existait pas. Le côté sacrificiel qu'on a pu avoir à un moment donné, y compris sur notre génération, n'existe plus. Et en plus, la jeune génération embarque la génération précédente. Donc il y a vraiment un effet où il faut qu'on se pose les bonnes questions si on veut garder nos professionnels. Voilà, c'est à nous et à eux d'être force de proposition sur ce qu'on peut proposer. Et en fait, là où les compétences psychosociales sont un point d'achoppement très important dans le système, c'est que c'est de l'individuel, mais pour le collectif. Donc il y avait un vrai intérêt à le développer et à le travailler, y compris en amont des études, parce que trop souvent, et on est en pleine période Parcoursup, donc je peux en parler, l'éducation nationale propose aux étudiants, quand ils ne savent pas trop quoi faire, d'aller vers les études en sciences infirmières. Alors, on ne parle plus vraiment de vocation, puisqu'on ne sacrifie pas. Par contre, il faut avoir un vrai intérêt pour le métier quand même, et pour l'autre. Sinon, effectivement, on va s'enfermer dans quelque chose qui n'aboutira pas. Mais, et pour l'aval, il faut travailler sur des schémas organisationnels avec les nouvelles générations, proposer de la formation, proposer du développement de compétences, proposer des temps pour pouvoir
réaliser des transmissions, pour pouvoir participer à des travaux de recherche qui soient comptés dans le temps de travail, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes, où c'était en plus du temps de travail, et pas seulement au lit du patient. Mathieu Gérier, comment on répond à cette demande, notamment sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, vie privée? Déjà, vous dire que je partage complètement l'analyse qui est faite par Anne et je pense que surtout, on assiste à une transformation quasi civilisationnelle de générations qui étaient au travail par défaut et gagnaient des jours pour ne pas être au travail, des RH, des RTT, des CA, des CP pour les experts de l'organisation hospitalière et du monde du travail, à une organisation où maintenant on est en temps libre par défaut. Et où on va consommer du temps de travail pour pouvoir toucher sa rémunération, structurer sa carrière, trouver de l'intérêt intellectuel au travail que l'on fait, mais dans un renversement de logique qui nous impose de revoir aussi nos schémas organisationnels, nos fonctionnements, nos logiques. Aujourd'hui, un planning qui est donné, c'est d'abord et avant tout un outil d'interaction entre le temps perso et le temps pro. Et donc, lorsque l'intelligence artificielle fait son irruption dans ce sujet du temps de travail, qu'elle propose justement de flexibiliser pour chaque agent ou chaque salarié la pose ou la dépose de temps de travail pour lui permettre justement de fluidifier sa vie et de répartir le temps entre temps de travail et temps perso de façon différente, eh ben, c'est un élément qui est extrêmement important. Le deuxième levier extrêmement important, c'est celui de l'articulation entre vie perso et vie professionnelle sous l'aspect des services que l'employeur va pouvoir proposer à ses collaborateurs. La première chose, bien sûr, c'est la question du transport et du logement dans des zones parfois complexes, comme le département de la Seine-Saint-Denis, on en parlait tout à l'heure, mais ça vaut aussi pour le département de la Gironde ou pour des départements dont on va moins entendre parler, la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin, qui sont aussi des zones qui potentiellement, ponctuellement, peuvent être soumises à des tensions de logement ou à des difficultés d'organisation du transport. Lionel disait, lorsqu'on envoie un étudiant en soins infirmiers sur un territoire en stage à 50 km de chez lui, qu'il n'a pas de voiture et qu'il n'y a pas de transport en commun pour s'y rendre, c'est toute une organisation à mettre en place. Ça vaut aussi pour les professionnels, cette question. Et donc, un employeur qui travaille avec les autorités de transport pour adapter l'offre de transport dans son environnement, qui va travailler avec les bailleurs sociaux et intermédiaires pour proposer des logements aux jeunes professionnels lors de leur arrivée sur le terrain, qui va réfléchir l'implantation des logements par rapport aux lignes de transport et par rapport aux sites hospitaliers, peut avoir un coup d'avance dans la réflexion. Et puis parce que quand on est soignant, on est aussi avant tout des hommes et des femmes, eh bien, on a aussi des enfants, on peut avoir des enfants, et on a besoin d'un accompagnement à la parentalité avec des structures d'accueil du jeune enfant qui sont devenues un des fers de lance de l'attractivité et de l'amélioration de la qualité de vie au travail des établissements, mais qui ne sont qu'un outil parmi d'autres d'un plan plus global qui doit se construire autour de cette recomposition du temps perso et du temps pro. Raphaël Andréotti, est-ce que cette question de l'équilibre vie professionnelle vie personnelle est prise en compte, notamment dans le dispositif Sérum Psy que vous aviez mis en place à la MNH? Bien sûr, l'idée donc de ces programmes est justement de permettre une instance de dialogue entre les étudiants, de permettre de construire son parcours professionnel et sa posture professionnelle. Donc, juste pour donner un chiffre, 9 sur 10 étudiants donc, évoquent un changement de rapport par rapport donc, à l'activité professionnelle, ce qui montre bien qu'ils ont un espace pour interroger ces éléments. Ils ont aussi un espace pour trouver des compromis par rapport aussi aux contraintes organisationnelles qui sont celles de l'hôpital et qui, sur certaines limites, elle ne pourra pas changer donc dans le court terme. Et donc, l'étudiant doit justement faire ce choix de positionnement. Et c'est cela qu'on invite à faire grâce à ce programme assez rythmé et accompagné. Alors, le programme dont on vient de parler, vous avez mené une étude d'impact sur les résultats du programme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les résultats? Est-ce que ça recoupe les résultats de l'observatoire dont on a parlé tout à l'heure? Bien sûr, c'est encore les résultats défiler d'ailleurs pendant qu'on discute.
Oui, donc les résultats sont cohérents. Bon, le baromètre dresse un portrait assez complexe en matière des problématiques de santé mentale. Le programme se propose justement comme une solution donc, qui vient répondre à ces enjeux et ils sont en pleine complémentarité. Du point de vue aussi de la robustesse finalement du programme, on tenait à mettre en place une évaluation d'impact tout de suite donc, pour pouvoir justement accompagner cette mise en œuvre donc, du programme. Et les résultats sont probants sur différents indicateurs, donc les compétences émotionnelles, les compétences interpersonnelles, l'assertivité, des compétences qui sont clés pour s'insérer donc dans le monde de l'hôpital. Et puis on a aussi des retours qualitatifs qui sont pour nous aussi importants de la part des étudiants participants, à peu près 200 étudiants qui nous disent expérimenter un déclic, qui nous disent j'avais un rapport émotionnel complexe à mes collègues et là je sais au moins comment traiter ces solutions. J'évite pas le conflit, je fais face au conflit avec mes collègues en contexte professionnel. Et en tout cas, c'est cela qui est précieux pour nous, en tout cas pour la mise en œuvre de ce programme qui répond à des solutions concrètes. Mathieu Gérier, on va rentrer dans les initiatives de prévention qui sont prises. À la NAP, quelles initiatives RH vous pouvez nous citer pour répondre à toutes ces demandes dont on vient de parler depuis tout à l'heure, pas seulement sur l'équilibre vie privée et professionnelle, mais sur l'ensemble des exigences et des attentes des étudiants et des professionnels soignants sur les ressources humaines? Alors, à la NAP, notre particularité est d'être tout d'abord organisé comme un réseau d'experts, un réseau de professionnels qui travaillent sur le terrain tous les jours et qui sont tous les jours dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, présents auprès des équipes pour répondre à des problématiques organisationnelles, d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ou de tout autre sujet qui rentre dans le périmètre de l'agence. Ce travail de réseau, il s'appuie sur une conviction, c'est que pour pouvoir pousser au démarrage d'actions, à la mise en œuvre de projets qui vont porter la transformation sur la qualité de vie au travail et sur l'organisation finalement des établissements, leur capacité à attirer, à fidéliser, il faut donner à voir. Donner à voir des choses qui ont eu lieu dans des établissements de même taille, de même conditions, avec des équipes qui se sont mobilisées sur tel ou tel sujet. Et finalement, la NAP, c'est d'abord ça, c'est pousser des contenus, apporter des exemples, proposer des solutions, être un guide et un coach de certains professionnels qui font le choix de se déployer tel ou tel type d'action. Et finalement, ce travail que nous menons, avec des établissements de toute taille, avec des professionnels de toute origine, ça nous aide aussi à faire remonter dans l'autre sens des initiatives qu'on n'aurait pas vues. Finalement, c'est un cercle vertueux qui permet à tout le monde de participer à cette œuvre collective qui est l'amélioration de la santé mentale des professionnels de santé, tout en faisant des ponts entre des sujets qui, d'une part à l'autre, ne sont pas identifiés comme travaillant directement à l'amélioration de la santé mentale. Un exemple simple. Vous avez pu voir une campagne que nous avons menée à la NAP il y a quelques mois sur le 80% ambulatoire en chirurgie. Eh bien, rappelons juste que lorsque un établissement fait le choix de passer 80% de son activité chirurgicale en ambulatoire, c'est autant de travail de nuit qui ne sera pas réalisé puisque les hôpitaux de jour étant des activités qui ferment le soir, eh bien, vous avez des soignants qui vont ne travailler que la journée. Pour autant, l'unité qui va réceptionner les 20% d'activités chirurgicales résiduelles sera concentrée sur les cas les plus lourds et les plus complexes. Et donc, pour éviter que son organisation ne soit trop juste ou trop complexe ou ne génère trop de charge mentale, on doit analyser spécifiquement son organisation, la charge en soins, les activités afférentes aux soins et voir comment on peut apporter des réponses, des modèles organisationnels, des propositions. Et nous le faisons dans plusieurs dizaines d'établissements chaque année, puisque nous allons sur le terrain proposer ces solutions, analyser les organisations, et nous rentrons dans ces sujets-là. Et puis, bien sûr, c'est la Bibliothèque nationale des bonnes pratiques, que vous retrouverez sur notre site internet, qui est un outil sur lequel nous donnons à voir de façon la plus large et la plus ouverte possible, avec des fiches simples, qui offrent justement une compréhension de tel modèle de crèche que le centre hospitalier intercommunal de Créteil peut mettre en place, les travaux qui sont faits en faveur de l'égalité femmes-hommes, par exemple, aux hospices civils de Lyon, voir comment la semaine de 4 jours a été déployée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, etc., etc., avec des établissements de toute taille, de tout statut et de tout projet. Ilona Denis, comment, d'après vous, la formation pourrait mieux
prendre en compte et mieux préparer les étudiants à gérer eux-mêmes leur propre santé mentale? Effectivement, on a plusieurs enjeux qui se jouent à plusieurs niveaux. On a vraiment cet aspect d'accompagner les étudiants d'un point de vue personnel, autant en leur donnant accès aux ressources de santé mentale, autant en leur donnant des clés pour comprendre les situations qui se jouent, les relations qui peuvent se jouer dans une équipe, mais aussi avec les patients, puisque c'est extrêmement lié au final. Et puis on a aussi tout cet enjeu d'accompagnement sur le stage. Le moment du stage est un moment tellement clé dans le parcours de l'étudiant infirmier qu'il faut aussi pouvoir agir sur ça. Et on a vraiment cette notion à la fois de donner du temps aux infirmiers, aux tuteurs, pour accompagner les étudiants, du temps dédié à l'encadrement, c'est ce dont on a besoin, parce que l'encadrement d'un étudiant, on le sait, ça prend du temps, et en tant qu'étudiant, on se sent souvent un petit peu mal de prendre du temps aux soignants pour ça, et pourtant c'est essentiel, parce que sans ce temps, on ne peut pas développer toutes les compétences qu'il est attendu, et on a aussi un enjeu d'évaluation. On a beaucoup l'habitude dans beaucoup de processus d'évaluer les choses. Pourtant, la qualité de l'encadrement, la qualité de l'accueil en stage sont des choses qui sont très peu évaluées aujourd'hui. Cette évaluation, elle peut être à plusieurs échelles. L'idéal, ce serait que ce soit national pour les étudiants, mais les établissements ont aussi la possibilité de créer ces modèles d'évaluation et d'en fait développer à l'échelle d'un établissement qui va accueillir les étudiants en stage une politique d'encadrement réellement de comment est-ce qu'on encadre, comment est-ce qu'on accueille et comment est-ce qu'on on développe des choses particulières pour les étudiants qu'on va accueillir. Alors après, avec l'enjeu qu'ils puissent revenir évidemment dans le terrain, mais aussi de former des professionnels de santé qui sont en pleine conscience de ce qu'ils ont à apprendre, de ce qu'ils ont appris, et d'avoir des professionnels après en exercice qui sont optimales. Est-ce que les futurs soignants que vous êtes et qui vous travaillez au quotidien voient des changements déjà aujourd'hui au sein des hôpitaux ? Alors, on sait qu'il existe quelques initiatives qui commencent à se faire, et c'est ça qui nous marque le plus. Par exemple, avoir une visite de l'hôpital, avoir une visite de l'établissement, c'est des choses qui nous marquent, alors que ça devrait être la norme. Mais on a aujourd'hui des initiatives qui se créent, mais là, la nécessité, c'est que ce soit déployé maintenant et qu'on puisse se dire que tout étudiant va pouvoir entrer dans sa formation en étant serein. Aujourd'hui, tout étudiant infirmier a déjà entendu, avant d'entrer dans sa formation, il y a forcément un stage qui va mal se passer. Et donc, arriver dans la formation en sachant qu'on a forcément un stage qui va mal se passer, c'est déjà avoir peur de tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, d'être toujours observé, de ne pas savoir comment réagir. Et donc, ces initiatives, elles doivent être valorisées, parce que c'est en valorisant les initiatives positives qu'on encourage les bonnes pratiques. Et on doit aussi pouvoir évaluer tout ce qui est mis en place pour pouvoir améliorer et pour pouvoir aussi mettre le doigt sur des choses qu'il faut changer. Anne Claes, on l'a dit tout à l'heure, vous avez expérimenté donc le programme de la MNH qui s'appelle Sérum Psy. Quels sont les retours de vos étudiants là-dessus ? Les étudiants ont été assez unanimement positifs sur l'expérimentation Sérum Psy. Nous, on n'est plus sur un accompagnement purement technique des étudiants, on est vraiment dans le développement de la posture. Et pour le coup, les compétences psychosociales avec les mises en situation, les ateliers, des situations de conflit, de la connaissance de soi, tout ce qui a pu être développé sur les ateliers leur ont permis d'appréhender différemment les stages. Et une étudiante en promotion professionnelle, son retour m'a marqué parce que c'était une étudiante que j'avais eue quand j'étais cadre en réanimation. Donc je la connaissais plutôt bien et elle était assez libre avec moi pour m'exprimer qu'elle appréhendait toujours ses stages du fait de sa posture aide-soignante initialement. Et là, elle n'était plus aide-soignante, elle était étudiante en soins infirmiers. Et pour autant, quelqu'un de très bien relationnellement avec le patient, moi je l'avais connue comme ça, elle était en difficulté à s'intégrer dans une équipe parce qu'elle l'était entre les deux. Est-ce que je suis avec une posture aide-soignante ? Est-ce que je suis avec une posture d'étudiant en soins infirmiers ? Et elle a participé aux ateliers et elle a eu ce que Raphaël a dit tout à l'heure, le déclic. Et le stage d'après, elle est revenue, elle m'a dit « c'est formidable. Là, j'étais étudiante en soins infirmiers et j'étais plus l'aide-soignante, j'étais la future infirmière.
Et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est vraiment ce vers quoi on tend et ce pourquoi on accompagne les étudiants. C'est vraiment acquérir cette posture. La technique, ça va être assez péjoratif, mais n'importe qui peut le faire, à peu près. Par contre, avoir la posture et le raisonnement clinique, là, ça s'apprend. On l'a dit tout à l'heure, vous coordonnez un IFSI, mais vous êtes aussi directrice des soins. Quelles sont les initiatives RH qui vous semblent les plus pertinentes, les plus efficaces ? Alors, directrice des soins et coordinatrice des instituts, ça va ensemble, mais c'est l'expérience de développer cette posture permanente. Et cette posture, c'est favoriser le bien-être des professionnels, donc les étudiants et les professionnels, parce qu'un professionnel qui va bien, c'est un patient qui sera bien soigné. Un professionnel qui va bien, c'est une équipe qui va aller mieux. Et donc, des patients qui vont être pris en charge de manière correcte et optimale. En réalité, notre objectif à tous, c'est de former des professionnels pour soigner correctement les patients. Donc, on est vraiment sur une amélioration de la prise en charge, une amélioration de la qualité en continu. Enfin, l'objectif, il est clairement établi et le lien, il se fait entre les étudiants, les professionnels et les patients. C'est valable pour tout. Raphaël Andréotti, sur même point, même question, sur les initiatives RH qui vous semblent les plus efficaces, les plus pertinentes ? Peut-être que juste revenir sur une petite anecdote des focus group en lien avec les étudiants accompagnés. Avant de commencer ces focus group, on posait des questions sur la question du stress. Imaginons que les situations stressantes à l'hôpital étaient souvent celles finalement avec une énorme quantité d'activités pour lesquelles les étudiants étaient démunis. Mais on a découvert, en tout cas lors de ces focus group, que parfois ce sont les situations où les étudiants n'ont rien à faire, n'ont pas de consignes précises, là où finalement la situation est anxiogène pour eux parce qu'ils n'ont pas des clés et finalement ils n'ont pas de pistes. Pour faire le lien avec ce qu'Ilona a évoqué avant, les initiatives RH pour nous vont dans le sens aussi d'améliorer finalement la compétence en matière d'encadrement. Donc si les encadrants sont capables finalement de mieux accompagner ces situations et de finalement permettre aux étudiants de gérer ces moments pour que ce ne soit pas des temps morts. Les étudiants ne souhaitent pas être là à rien faire, au contraire, ils souhaiteraient être accompagnés. Et donc nous en tout cas, et en cohérence avec notre programme, toutes les initiatives qui visent justement à créer une meilleure passerelle entre finalement la formation et l'application des compétences concrètes en milieu professionnel nous semblent celles qui vont dynamiser le système et permettre finalement aux étudiants de s'épanouir, mais aussi aux patients d'être mieux soignés. Donc il y a un accent à mettre aussi sur l'enjeu de formation des encadrants. Exactement. Donc, dans notre proposition, donc à ce stade, on est dans la phase finalement d'accompagnement des étudiants, mais dans une perspective systémique qui est finalement l'ambition ultime de notre programme. Nous pensons aussi à l'intervention donc en parallèle avec finalement les encadrants en stage, justement pour pouvoir faire le pont et parce qu'eux aussi, ils ont besoin de renforcer ou d'être mieux accompagnés en matière des compétences psychosociales pour qu'ils parlent le même langage, pour qu'ils puissent évoquer les situations problématiques entre eux et pour que ça puisse en tout cas finalement produire un déclic de toute l'équipe mobilisée. Merci beaucoup, c'est sur ces mots qu'on va déjà terminer cette table ronde et cette matinée consacrée donc aux enjeux de santé mentale des personnels soignants et à la fidélisation. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Je rappelle, Ilona Denis, que vous êtes la présidente de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en sciences infirmières, Anne Claes, coordinatrice de l'IFSI, Avicenne Jean-Verdier, également directrice des soins, Mathieu Girier, directeur du pôle performance RH de la NAP et président aussi de l'adresse. Et pour terminer, nous étions également avec Raphaël Andréotti, directeur de la prévention à la MNH. Merci encore à tous les quatre. Merci également à vous d'avoir suivi cette heure. On espère avoir apporté des réponses précises et concrètes aux questions que vous pouviez éventuellement vous poser. À très bientôt sur Acteurs Publics TV.